bienvenue dans le premier numéro de votre émission Mon modèle de réussite. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le Dr Babacar Diop, l'un des modèles de réussite professionnelle et politique de la jeunesse sénégalaise. Le Dr Babacar Diop est né en 1982 à Beïté Bakar, ancien président du foyer du lycée Malick Sy, ancien président de l'amicale des facultés, de la faculté des lettres et des sciences humaines, ancien représentant des étudiants à l'Assemblée des facultés, ancien représentant des étudiants à l'Assemblée des universités, ancien président de la coordination des étudiants thiessois, membre du bureau politique du PS de 2005 à 2017, ancien coordonnateur de la JDS, Jeunesse démocratique sénégalaise. Le Dr Babacar Diop, du haut de ses 37 ans, est auteur du livre intitulé Le feu sacré de la liberté, mon combat pour la jeunesse africaine, édition Armadan. Il est enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop et maître conférencier dans la dite université. Il est aussi secrétaire général des Forces démocratiques sénégalaises, FDS. Monsieur Diop, ou plutôt Dr Babacar Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation et c'est un plaisir pour moi de venir échanger avec vous et à travers vous échanger avec la jeunesse de notre pays. Mais je dois dire que lorsque j'ai vu hier soir votre bannière défiler à travers les réseaux sociaux, j'ai sursauté, j'ai eu peur parce que je me suis posé une question: en quoi suis-je un modèle véritablement? Parce que pour plusieurs raisons, et j'ai encore les propos du sage Solon à l'endroit de Crésus, lorsque Crésus disait à Solon: connaissez-vous quelqu'un plus heureux que moi, en étalant ses richesses, son pouvoir, ses palais remplis d'or, de diamants. Solon lui disait que les vicissitudes de la vie nous réservent le plus souvent des surprises insondables, au point qu'il est difficile de juger quelqu'un qui est encore dans une course. Et quand on est dans une vie, on est encore dans une course. Et les propos du sage Solon sont encore dans ma mémoire lorsqu'il lui dit la divinité accorde, considère celui qui est heureux, celui qui a réussi à faire l'intégralité de la course en gardant sa dignité. Donc c'est ça que le sage Solon lui disait: vanter donc le bonheur de quelqu'un qui est encore vivant, exposé au risque de l'existence, cela ressemble à proclamer vainqueur et à couronner un athlète qui combattrait encore. C'est un jugement risqué et sans valeur. Votre pari est très risqué. Le pari aussi que je prends est un pari très risqué parce que je me considère comme quelqu'un qui est encore dans une course. Maintenant, si votre rédaction a retenu cette idée et de faire de moi un parrain, l'idée est tentante, l'idée est honorable pour tout un chacun, mais je vous demanderai de suspendre votre jugement et de laisser aux futures générations, si ces futures générations qui arrivent partagent votre idée, elle appartient à ces futures générations de ratifier votre idée. Merci, Dr Babacar Diop. Eh bien, chers internautes, nous avons eu raison de choisir ce monsieur-là comme modèle de réussite, notamment pour ce premier numéro. Il vient encore une fois de faire preuve d'humilité et de modestie et de leadership qu'il a su démontrer et assumer jusque-là. Dr Babacar Diop, veuillez s'il vous plaît nous dire votre conception du mot réussite. Je ne saurais le dire. Par contre, ce que je peux dire, pour moi, la réussite, pour moi, si à la fin de ma vie, si j'aurais réussi à réaliser des choses qui bouleversent l'ordre du monde, qui est un ordre fondé sur l'injustice, la corruption, pour un monde plus juste, peut-être que ces futures générations pourront dire que j'aurais réussi. Alors, parlez-nous de vos débuts. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la philosophie? Aujourd'hui, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes enseignant-chercheur et en parallèle, vous êtes homme politique. Parlez-nous de vos débuts dans ces deux milieux.
Oui, des débuts comme les débuts des gens ordinaires. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Et je pense que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des précepteurs, des maîtres qui étaient extraordinaires, qui m'ont inspiré. Et lorsque je suis venu à l'université chez Anta Diop de Dakar, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer un monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, du nom du professeur Semou Pati Gueye. Je lui serai éternellement reconnaissant. Cet homme m'a permis à mieux organiser ma vie, à mieux organiser mon combat politique et mes études. Parce que lorsque je suis arrivé à l'université, j'ai inscrit sur mon cahier étudier et militer. Donc j'étais engagé, très engagé dans le militantisme, parce que j'étais dans le mouvement étudiant où j'occupais des responsabilités dans ce mouvement étudiant. Et j'étais aussi étudiant à un certain moment, même je pense que j'ai failli négliger mes études. Et c'est ce monsieur-là qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé à mieux organiser mon plan de carrière, en me disant que si vous voulez demain préparer votre futur, vous devez aussi prendre très au sérieux vos études, Et c'est pourquoi je lui serai éternellement reconnaissant. Le goût de la philosophie est né au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, où j'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire, Abdou Khadr Mbeng, que je considère comme l'un des meilleurs professeurs de terminale. Et c'est comme cela, en abordant des thèmes comme la philosophie, la politique, l'art, donc tous ces débats-là, et que nous avions avec lui en classe de terminale, avec aussi des camarades de classe qui étaient très brillants. Je pense que m'ont préparé à faire le département de philosophie, et ça a été une chance extraordinaire pour moi de faire la philo. S'il y a quelque chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir fait le département de philosophie. C'est un département extraordinaire. Nous avons la chance d'avoir une discipline extraordinaire qui mène à tout. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, la philo mène à tout. Un bon philosophe qui chôme, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Donc, ce qui fait qu'elle mène à tout, à la communication, au journalisme, à la politique. La philo mène à tout. Et c'est une discipline extraordinaire qui vous apprend à penser, à réfléchir, mais surtout qui vous donne les outils de votre liberté, de votre autonomie. Il semblerait quand même que vous étiez le plus grand gréviste du lycée Malick Sy. Le plus grand gréviste, je ne saurais le dire. J'étais, oui, un gréviste à Thiès, dans un contexte très difficile, au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. C'est l'année de l'alternance à Thiès. Il a fallu se battre pour défendre notre dignité et devant la puissance du pouvoir de l'époque, devant quelqu'un comme Mamadou Mbaye Diouf qui était le directeur des chemins de fer de l'époque. On était incorruptible et devant une telle situation, le pouvoir était très affaibli. Donc ils n'ont trouvé d'autre moyen que d'user de la violence. Et ce sont des stigmates que je porte encore. Mais j'ai beaucoup appris au lycée El Hadji Malick Sy. J'ai appris de la générosité des gens de ma génération, de la disponibilité de notre jeunesse, de la disponibilité des élèves et surtout les attentes immenses. C'est là où j'ai compris les attentes des gens, de la jeunesse de mon pays. Et donc cette grève-là a été longue, elle a été une grève très dure. Et donc, mais finalement, on avait réussi parce que à cette époque-là, à Thiès, il y avait un seul lycée. Et l'un des points de la plateforme, c'était la construction d'autres lycées à Thiès. Quand je vais aujourd'hui à Thiès, je vois 6, 7 lycées. Je me dis que oui, on avait raison de mener cette bataille-là. Et donc, c'est ce que je peux dire sur l'étape de Thiès, qui a été l'étape du lycée Malick Sy de Thiès, qui a été une étape décisive dans mon engagement politique. J'ai appris à prendre la parole publique sous le baobab du lycée El Hadji Malick Sy de Thiès. Pour récapituler, nous pouvons dire que vous aviez choisi de faire la philosophie en classe de terminale et vous avez eu la chance de faire un très bon cursus, de fréquenter avec les difficultés des Sénégalais, des jeunes notamment, en particulier les élèves et ceux de Thiès surtout. Et à partir de là, vous vous êtes battu, vous avez décidé de vous engager en politique.
Mais sur votre page Facebook aussi, vous êtes revenu sur un événement assez douloureux, c'est-à-dire le décès de votre jeune frère, Amadou Diop. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez attendu de l'État dans ce type de situation? Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous essayez de faire pour que les choses changent? Parce que comme on a l'habitude de dire, nous ne pouvons pas tout laisser à l'État. Il nous faut quand même nous aussi, en tant que citoyens, faire des efforts. Oui, sur mon engagement politique, bon, dire que j'ai choisi de faire de la politique, je ne peux pas le dire. Je pense que la politique chez moi, c'est plus même qu'une vocation, c'est une sorte de fatalité et qui me poursuit depuis l'enfance. Mon père était un lettré, j'ai eu la chance très tôt, avant même d'aller à l'école. J'ai entendu mon père très tôt, à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous raconter des récits des gens ordinaires. Je ne suis pas extraordinaire, je connais des gens 1000 fois plus intelligents que moi lorsque nous étions en classe, au lycée, à l'université, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder là où je suis parce que les problèmes de la vie les ont brisés. Et quand je suis arrivé au niveau où j'en suis aujourd'hui, je me dis, moi, Babacar, ma responsabilité de retourner dans la caverne, d'y retrouver les gens qui n'ont pas eu la chance de gravir les échelons et de me battre à côté de ces gens-là pour leur offrir des perspectives économiques et sociales. Et quand je suis arrivé à l'université la même année, je suis arrivé alors que ma maman était à l'hôpital. J'ai vu mon jeune frère Amadou Diop hospitalisé là-bas. Je n'avais pas de place à l'université, je n'avais pas encore de chambre. J'ai pris ma valise que j'ai mise sous le lit et ensuite je suis retourné à l'université pendant 2-3 jours pour chercher donc où poser mes valises. Donc, c'est une histoire qui m'a profondément marqué et qui a bouleversé ma vie, qui a renforcé mon engagement. Quelques semaines plus tard, Amadou Diop va perdre la vie. Et après, ma maman m'explique que quand l'enfant était à l'hôpital, plusieurs fois les médecins sont venus lui dire: connaissez-vous quelqu'un dans le gouvernement ou quelqu'un qui a des moyens qui peut nous aider à amener l'enfant en France? J'étais révolté par cette histoire. Je me suis dit, comment on peut diviser notre société en deux camps, ceux qui peuvent se soigner et ceux qui ne peuvent pas se soigner? Ça a renforcé ma conviction. Et vous savez, dans mon engagement politique, moi j'ai un camp. C'est clair, mon camp, ce sont les gens ordinaires, les pauvres, les invisibles, les sans-voix, ceux-là qui n'ont jamais pris la parole, ceux-là qui n'ont jamais été compris et qui souffrent, qui aujourd'hui, certainement, au moment où nous enregistrons cette émission, ne vont pas prendre le déjeuner, ou ce soir ne vont pas prendre le dîner. Ces gens-là qui ont leur enfant malade, mais qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, simplement parce qu'ils ne peuvent pas donc payer les billets. Ce sont ces gens-là. Je pense que tout ce que je veux dans ma vie, c'est être la voix de ces gens-là, des gens ordinaires qui souffrent. Parce que, comme je t'ai dit, je viens de la nation la plus pauvre et la plus ancienne du monde. Et ma nation a souffert, Et dans mon enfance, j'ai rencontré aussi la pauvreté. Je suis né dedans, j'ai grandi avec cette pauvreté-là. J'ai dû mener un combat corps à corps contre cette pauvreté-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tout le combat politique se résume en une lutte pour l'émancipation des classes déshéritées, l'émancipation des gens ordinaires, faire tout pour être la voix de ces gens ordinaires-là, ces gens-là qui n'ont jamais pris la parole. Maintenant, ce que j'attends de l'État, c'est un État social, plus démocratique, plus juste, un État qui redistribue de manière équitable les richesses de notre pays, un État qui refuse de mettre toutes les richesses entre les mains d'une minorité de riches, simplement. Et je pense que si l'État devient un État social, c'est un État qui pourra construire des hôpitaux, qui pourra construire des écoles, donc surtout penser aux classes déshéritées. Chers internautes, Dr Babacar Diop vient de mettre le doigt sur un grand nombre de choses.
Il faudrait savoir, et d'ailleurs c'est l'objectif de cette émission-là, qu'on n'abandonne pas ses rêves, que d'où l'on vient importe peu. L'essentiel c'est de savoir là où nous voulons aller. Il vient de nous donner cette preuve-là que ce n'est pas impossible, que l'argent n'est pas indispensable à la réussite, que ce qui est plus important c'est d'avoir une conviction forte et d'aller au bout de ses rêves. Il vient aussi de nous montrer qu'il n'est pas un professionnel de la politique, que ce qui l'intéresse c'est le peuple, c'est le bien-être du peuple. Et Dr Babacar Diop, d'ailleurs je vais passer par là pour vous demander quel a été votre rôle aux événements du 23 juin. Oui, durant les événements du 23 juin, j'ai interpellé l'armée sénégalaise directement en disant que l'armée devait avoir le même comportement que l'armée égyptienne. Il devait interpeller les autorités et devait refuser de mater le peuple. L'armée devait avoir une position très responsable. Et nous avons organisé une manifestation devant l'état-major. Je pense que ça a été un acte décisif la veille des événements et je pense que ça a fait quelque chose dans la tête des autorités, cet acte que nous avions posé. Et en tout cas, on a été des acteurs majeurs, visibles de cet événement du 23 juin et nous saluons encore la maturité de notre peuple, le patriotisme, parce que c'est un événement fondateur, un événement majeur qui a permis l'émergence d'une conscience citoyenne au Sénégal. Le fait que le peuple se mobilisa pour imposer à Abdoulaye Wade donc de retirer son projet constitutionnel, je pense qu'a été une victoire extraordinaire pour le peuple sénégalais. Vous parlez souvent de patriotisme, vous parlez souvent de jeunesse, vous parlez souvent du renouvellement de la classe politique sénégalaise. Et pourtant, lors de ces dernières élections présidentielles, vous aviez choisi le candidat Idrissa Seck, en laissant de côté un jeune tel que le candidat Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Oui, cette question, elle revient, mais je pense que si vous rencontrez Ousmane Sonko lui-même, il sait que les gens de PASTEF ont fait des erreurs. Je pense qu'à l'endroit de FDS, je pense qu'il emporte une responsabilité énorme. Je peux le dire, je ne peux pas m'avancer, mais je pense qu'il emporte une responsabilité. Et lui, il le sait, et les gens de PASTEF aussi, et donc le savent. Maintenant, ce qui a décidé donc de notre compagnonnage avec Idrissa, je pense que lorsqu'on portait sur les fonds baptismaux notre parti Force démocratique du Sénégal, il faut reconnaître qu'Idrissa a été le seul leader politique qui a eu l'intelligence de faire le déplacement, de venir. Ça a été extrêmement important et par la suite, il a gardé les relations. Et il a tout fait donc pour travailler avec nous. Je pense que nous nous sommes retrouvés autour d'un projet politique. Et nous l'avons poussé à comprendre les défis, surtout de changement, de rupture, les attentes de la jeunesse de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons soutenu. Plus qu'un soutien, je pense que nous avons organisé un congrès d'investiture à la place de l'Obélisque qui a été un événement extraordinaire. Et c'est ce congrès-là qui a relancé la campagne et la carrière même de M. Idrissa Seck. En tout cas, j'ai travaillé avec lui, je n'ai aucun regret. Et nous avons travaillé dans le respect mutuel. C'est un homme de parole, un homme digne, un homme debout, un patriote, et que je félicite donc pour son attitude très courageuse. Voilà. Dans l'avenir, que cela soit l'avenir proche comme l'avenir lointain, nous allons pardonner les erreurs. Nous allons essayer de réunir les forces vives de la nation autour de l'essentiel, c'est-à-dire le bien-être des Sénégalais, c'est-à-dire combattre les injustices, c'est-à-dire restaurer un état de droit et toutes les valeurs nécessaires, dont l'éthique. C'est le seul combat, il n'y en a pas d'autre. Je pense que la politique politicienne, c'est un cycle qu'il faut fermer. Je pense qu'il faut passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, ça, c'est une tendance lourde dans la politique sénégalaise. La jeune génération doit assumer ses responsabilités. Mais assumer ses responsabilités pour la jeune génération, ça ne signifie pas déclarer une alternance générationnelle comme ça ne se décrète pas.
Pour moi, je ne sais pas ce que ça signifie l'alternance générationnelle. Par contre, ce que j'encourage, j'encourage les jeunes à investir les partis politiques, les syndicats, l'espace public, à assumer des responsabilités dans cet espace. Mais il ne s'agit pas simplement d'être jeune. On peut être jeune et être vieux dans la tête, dans la manière de concevoir les choses. La jeunesse, pour moi, c'est renouveler d'abord les idées, renouveler le projet politique, renouveler le programme, avoir une nouvelle attitude, une nouvelle mentalité. C'est une conscience d'abord, une conscience de rupture, une conscience de refus, parce que les gens ont trop souffert dans ce pays. La politique politicienne, on en a assez. Cette politique traditionnelle fondée sur la corruption, fondée sur le clientélisme, sur le népotisme, nous en avons assez, le peuple en a assez. Nous voulons tourner cette page pour inaugurer une nouvelle conception de la politique qui se définit comme la politique comme enjeu de transformation, mais pas comme un enjeu de pouvoir. On ne peut plus faire la politique pour des privilèges, pour des prébendes, pour des positions dans le pouvoir, mais la politique comme un enjeu de transformation économique, sociale, environnementale, donc de notre pays. Comment vous avez fait pour dévier les pièges? Vous avez dit que vous avez fait l'université Cheikh Anta Diop. Déjà qu'au lycée, vous étiez déjà une star, disons. À l'université Cheikh Anta Diop, vous avez été président de l'amicale. Vous avez représenté les étudiants dans différentes instances. Ensuite, vous êtes devenu un homme politique. Il y avait la transhumance avec ses tentations, il y avait le tabac, il y avait l'alcool. Comment vous avez fait pour éviter ces différents pièges? Oui, la chance de ma vie, c'est mon père. J'ai eu la chance d'avoir un père extraordinaire qui m'a donné une éducation. Très tôt, j'ai compris ce que je voulais faire dans ma vie. Parce qu'il m'a parlé très tôt, comme on parle à un adulte. Ça a été une chance extraordinaire dans ma vie. Peut-être c'est pourquoi, en tout cas cette éducation-là m'accompagnera toute ma vie. Je lui serai éternellement reconnaissant. Il nous a parlé, il nous a éduqués. Et comme je dis très tôt, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire dans ma vie, très tôt. Savoir réellement ce que je voulais faire, moi, Babacar, dans ma vie. Et peut-être ce qui fait que je suis allé tout droit vers l'objectif. Oui, des difficultés, nous en avons eu tous. Ce serait plus que de la prétention de me présenter devant les gens en disant que oui, nous n'en avons pas eu. Non, nous en avons eu. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Nous en avons tous eu. Nous avons nos limites, nous avons nos échecs, nous avons nos défaites, nous avons nos frustrations, Mais peut-être, s'il y a un plus en moi, c'est que je ne renonce pas. Je suis toujours résolu, ferme dans mes positions, dans mes convictions, et si nécessaire, inexorable. L'échec pour moi, ce n'est rien. Ça peut même préparer la future victoire. J'en ai eu dans ma vie. Les échecs, j'en ai eu comme j'en ai eu. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, mais je dis s'il y a un plus, cette volonté d'aller toujours plus loin. Je ne renonce pas. Je suis toujours ferme, résolu dans mes positions, dans mes convictions et si nécessaire, je disais inexorable. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes qui rencontrent des difficultés dans la vie, des échecs, je leur dis que souvenez-vous que Stanislas Wawrinka, vainqueur du tournoi Roland Garros 2015, de l'Open d'Australie et du Grand Chelem 2014, il s'était fait tatouer sur son bras gauche la citation de Samuel Beckett. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Pour dire quoi? Que les victoires sont agréables, mais elles présentent moins d'enseignements souvent que les échecs. On peut beaucoup apprendre de l'échec, beaucoup apprendre de nos échecs pour remonter la pente. Et je donne aussi l'exemple de Rafael Nadal, que vous connaissez tous, qui a gagné plus de 10 fois Roland Garros, le Grand Chelem.
les Open qu'il a gagné, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial, Rafael Nadal. En 1999 se déroule à Paris le tournoi des petits as du tennis, qui était le championnat du monde officieux donc des 12 et 14 ans. Et la demi-finale, l'une des demi-finales, oppose Richard Gasquet, présenté comme le Mozart du tennis français. Et certains journaux même titrés Richard Gasquet, le champion que la France attend. Donc cette demi-finale oppose Richard Gasquet et Rafael Nadal. Et cette demi-finale va être remportée par Richard Gasquet. Ça a été un moment difficile dans la vie de Rafael Nadal. Mais cette défaite inaugurale, cet échec inaugural va fondamentalement changer la vie de Rafael Nadal. C'est cette défaite-là qui va forger le caractère de Rafael Nadal et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, le numéro 1 mondial. Nous en avons tous des échecs, donc il faut toujours avoir le courage donc de remonter la pente. Et je peux encore donner d'autres exemples, vous dire que dans la vie, il faut être toujours debout dans nos bottes pour se battre. Vous savez, j'aime beaucoup souvent parler à mes étudiants d'Abraham Lincoln. Je suis fasciné par le personnage d'Abraham Lincoln simplement parce qu'il vient de loin. Abraham Lincoln est un autodidacte. Abraham Lincoln a été un fendeur de bois, bûcheron, batelier, petit commerçant, qui n'a pas eu la chance de connaître l'atmosphère d'une salle de classe. Et malgré tout, il s'est battu jusqu'à aller au sommet, jusqu'à être président de la République des États-Unis. Et un jour, le président Lincoln, recevant à la Maison-Blanche une délégation de paysans, il leur dit en substance que ma route a été longue. Je suis né dans l'Ouest sauvage, au sein d'une famille modeste. Et pourtant, je suis parvenu à réaliser mon rêve. J'occupe temporairement cette grande Maison Blanche. Quand il dit j'occupe temporairement, on est au cœur de la démocratie. Donc j'occupe temporairement cette grande Maison Blanche, mais je suis la preuve vivante, moi Lincoln, que n'importe lequel de vos enfants, s'il travaille consciencieusement pendant chaque heure de la journée, peut l'occuper comme l'a occupé le fils de mon père. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes nés, les conditions dans lesquelles nous avons grandi, les conditions dans lesquelles nous avons étudié, les conditions dans lesquelles nous avons vécu, il y a toujours une possibilité avec la volonté de gravir les échelons et d'aller jusqu'au bout de nos rêves. On s'est dit, soit on gagne, soit on gagne, soit on gagne. Il est hors de question de perdre. L'essentiel, c'est d'avoir cette bonne éducation de base. L'essentiel, c'est d'avoir cette conviction forte, cette volonté d'aller de l'avant. Docteur Babacar Diop, vous êtes auteur du livre intitulé Le feu sacré de la liberté, mon combat pour la jeunesse africaine, édition Harmattan. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce livre-là? Vous savez, j'ai eu une carrière dans le mouvement élève et le mouvement étudiant. J'ai assumé des responsabilités très tôt, au collège, au lycée, à l'université chez Anta Diop de Dakar. Les gens de ma génération m'avaient souvent confié des responsabilités. Et j'ai donné le meilleur de moi-même, en tout cas pour être à la hauteur de ces différentes missions. C'est à la fin de mon action syndicale que je me suis dit que je devais partager cette expérience avec la jeune génération. Partager cette expérience avec la jeune africaine et dégager des perspectives. C'était donc l'objet de cet ouvrage. Donc je prépare d'autres. Je pense que dans les prochains mois, je publierai un deuxième ouvrage déjà terminé. J'attends simplement le moment pour lancer ce deuxième ouvrage. Mais je m'adresse essentiellement dans mes écrits à la jeunesse africaine. Nous avons comme invité le docteur Babacar Diop, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, maître de conférences titulaire dans la dite université, mais aussi auteur d'un livre, et il vient de nous dire qu'il va nous en sortir d'autres très vite. Monsieur Babacar Diop, ou plutôt docteur Babacar Diop, est très engagé, et pour cela il est très suivi à travers la presse, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Quand nous avons parlé de l'émission docteur,
Nous avons eu plusieurs réactions que nous attendions d'ailleurs, parce que nous avons basé notre choix sur l'avis des internautes. Tout dernièrement, vous avez fait plusieurs sorties médiatiques. Vous avez posté plusieurs articles, des choses de ce genre. Et à chaque fois, nous entendions la même chose, nous lisions la même chose. Vous êtes une référence pour la jeunesse. Normalement, on devait recevoir quelqu'un pour qu'il vienne partager avec nous ce plateau. Mais il y en a tellement qui vous citaient comme référence et nous ne pouvions pas recevoir tout le monde. Et il y en a quelqu'un qu'on a pris spécifiquement parce qu'il vient de l'université de Sorbonne. Il est à Dakar pour quelques jours et je lui ai dit on va t'appeler en pleine émission. Docteur Babacar Diop va échanger avec vous. Mme Cherfal, bonjour. Monsieur Diop, bonjour. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Plaisir partagé, monsieur Diop. Merci beaucoup. On m'a parlé de vous. On m'a dit que vous êtes étudiant à la Sorbonne et que vous préparez un doctorat. En fait, je suis étudiant à la Sorbonne et je fais une thèse en histoire ancienne. Une thèse en histoire ancienne? Oui, je fais une thèse en histoire ancienne. Mais c'est une thèse en co-tutelle, partagée entre l'université Cheikh Anta Diop et l'université de Sorbonne. Donc chaque année, je dois faire un séjour de 6 mois à la Sorbonne et un séjour de 6 mois à l'université Cheikh Anta Diop. Où je suis encadré par le docteur Pierre Sarr. Pierre Sarr, notre doyen, le doyen de la faculté. Oui, c'est le doyen de la faculté. C'est vrai. Voilà, en quelque sorte. Et Yael Fatou m'avait parlé d'une éventuelle émission dont vous savez l'inviter. Oui, effectivement. Oui, et elle m'a écrit et je lui ai dit que je souhaiterais parler avec le docteur. Et il m'a dit que l'invité de l'émission, c'est Babacar Diop. Et je lui avais dit que je souhaitais parler avec le docteur Babacar Diop, qui est une référence pour des jeunes doctorants, surtout sénégalais, mais aussi pour des jeunes qui souhaiteraient dans l'avenir prendre des postes dans leur pays. Vraiment, c'est un réel plaisir de parler avec vous. C'est partagé. Et pour vous dire que vous êtes une grande référence pour nos jeunes. Merci. Et voilà, en quelque sorte. En tout cas, moi aussi, je voudrais vous encourager vivement à terminer cette thèse. Une thèse ne court pas les rues et nous en avons besoin. Le Sénégal en a besoin. Nous avons encore besoin de docteurs, de beaucoup de docteurs, qu'ils viennent encore. Et le Sénégal compte sur vous. J'espère qu'après la thèse, vous rentrerez au Sénégal. Nous comptons sur vous parce qu'il faut construire le Sénégal avec des gens comme vous. Et j'espère que nous aurons la chance de nous rencontrer pour continuer nos échanges. D'accord. D'accord, voilà, je s'ouvrais à la lettre vos conseils. Merci. Et actuellement, même, je suis professeur d'histoire et de géographie. Ah, c'est bien. Au lycée de Dieu, c'est dans la région de Fatick. En tout cas, il faut rentrer surtout au Sénégal. Nous avons besoin de vous ici au Sénégal. D'accord. Ne pas rester en France. Rentrer pour participer à la construction du pays. Ce Sénégal-là va se construire avec des gens comme vous. Il y en a à gogo. Là, je peux vous le dire et très sincèrement, j'ai remarqué que ce sont les jeunes qui vous suivent le plus. Une manière de vous encourager et de vous dire qu'il faut continuer. Il faut vraiment rester sur la route que vous êtes tracée. Donc là, nous avons une série de questions que je vais quand même vous donner. Il nous reste moins de 10 minutes et il nous faudrait que vous répondiez à ces questions-là, que vous donnez vos derniers conseils à la jeunesse sénégalaise, mais aussi que vous nous parliez un peu de vos perspectives d'avenir. Alors, la première question, c'est pourquoi vous avez choisi la politique comme moyen d'action, de participation ou d'aide? Pourquoi n'avoir pas eu à investir dans le social? La deuxième, c'est quelqu'un qui demande vos pires et vos meilleurs souvenirs. Alors, un troisième internaute vous pose la question à savoir, est-ce que vous êtes une fois senti seul dans votre combat politique? Quels sont votre pourcentage, à votre avis, de chances pour que vous soyez un jour président de la République du Sénégal?
chance? Ça, je laisse aux Sénégalais répondre à cette question. D'accord. Alors, nous en avons une autre, à savoir comment vous définissez la réussite proprement dite. Vous y avez déjà répondu, mais la personne a rajouté quels moyens, en tout cas, seraient les plus sûrs pour prétendre à la réussite? Le travail. Le travail. Là, il répond directement. C'est ça les questions. Je vous laisse répondre très rapidement. Oui, pour la première, je pense que j'ai déjà répondu. La politique est une sorte de fatalité. Donc, pour moi, j'ai été jeté dans la politique point et pied liés, donc par le destin, par le sort. Je pense que ma vie est destinée à être la voix de mon peuple. Je n'ai pas le choix. Je n'en ai pas d'autre. Je suis dans un engagement au point que je n'ai plus la possibilité de revenir en arrière, de reculer. Je n'ai plus même la possibilité de me poser la question, est-ce que je dois avancer ou est-ce que je dois reculer? Je ne peux qu'avancer avec les gens de ma génération, avec les gens du peuple, pour aller vers de nouvelles conquêtes, pour aller vers l'émancipation économique et sociale des classes déshéritées. Et les pires moments, de souvenirs, nous en avons tous eu. Je parlais d'Amadou Diop quand un de mes cousins, Cheikhouna Gueye, est passé à l'hôpital. Quand il a pris le téléphone pour me dire que faut nek boy bi décédé na, cette phrase-là encore résonne encore dans ma tête. De beaux moments, nous en avons eu dans notre vie. Oui, nous en avons eu, certainement quand je suis allé à l'aéroport accueillir ma maman qui venait de la Mecque. C'était de beaux moments. Quand je suis allé à l'aéroport, quand Dieu m'a permis d'aller le prendre à l'aéroport, j'ai dit Alhamdulillah. La solitude dans mon combat, non, parce que je sais que peut-être incompris par certains, mais pas incompris par les gens de ma génération. Dans les moments les plus difficiles, j'ai su compter sur les gens de ma génération, sur leur disponibilité. Au lycée Malick Sy, c'était plus compliqué, c'était 1000 fois plus difficile, très difficile. Et quand nous avons été agressés, quand j'ai vu les jeunes se mobiliser eux-mêmes pour venir nous défendre, me défendre, m'accompagner jusqu'à l'hôpital, créer un cordon de sécurité à l'hôpital. Et je dis, je ne peux pas être seul dans mon combat. Ces gens-là sont encore à l'intérieur du pays et je sais que je pourrais compter sur eux. Mes références historiques, oui, j'en ai des références. J'en ai des références historiques qui me servent de modèle. Et oui, Mamadou Dia est une référence pour moi. Léopold Sédar Senghor est une référence parce que l'homme politique, mais surtout aussi l'intellectuel, Senghor, le professeur, l'éducateur. J'ai fait ma thèse sur Senghor. Thierno Souleymane Baal est une grande référence pour moi parce qu'il a quitté l'université de Pire pour aller mener une révolution citoyenne au Fouta, fondée sur la justice, l'égalité. Oui, nous sommes sortis du mouvement étudiant, nous aussi, FDS, pour mener au sein de notre société une révolution citoyenne, une révolution démocratique. Oui, mais Abraham Lincoln aussi est une grande référence chez moi. J'ai beaucoup de respect pour le président Lincoln. Beaucoup de respect pour le président Lincoln. Voilà un homme qui a exercé le pouvoir en restant humble. Qui a exercé le pouvoir en restant juste. Voilà un homme qui a permis aux Noirs aux États-Unis de se libérer. Voilà celui qui a fait voter le 13e amendement, qui a libéré donc les esclaves. Celui qui est porteur de la déclaration d'émancipation des Noirs, Abraham Lincoln exerce une fascination extraordinaire chez moi.
je dois le confesser. Pourcentage de chance pour être un jour président de la République du Sénégal, je laisse aux Sénégalais eux-mêmes, je pense, répondre à cette question. Chers internautes, chères demoiselles, Dr Babacar Diop est un cœur à prendre. Nous avons là un jeune de 37 ans, célibataire, qui a un fort engagement citoyen, un fort engagement politique. À vous de jouer. Docteur, nous allons revenir sur le sentiment de devoir accompli. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation, l'impression que vous avez fait votre devoir? Non, je ne peux pas avoir ce sentiment. Je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, ce n'est qu'à la fin d'une course que l'on peut évaluer. Je suis dans une course. La vie est une carrière, est une course. Je suis dans cette course. Je veux à la fin que les gens de ma génération, que les Sénégalais qui vont venir, que les gens de mon peuple puissent dire qu'il a vécu utile. Ce jour-là, peut-être, oui, à ce moment. Mais aujourd'hui, ce que nous n'avons que des défis devant nous. Des défis énormes, immenses devant nous. À relever à tout prix, le défi du développement. Le défi de la défense de notre démocratie, le défi du développement, le défi de l'école, le défi de l'éducation, le défi du statut de la femme dans la société sénégalaise. On n'en parle pas assez. Il n'y a aucun développement possible sans l'émancipation de la femme, sans l'émancipation des femmes, émancipation économique, culturelle, sociale, à tout point de vue. Voilà les grands défis qui sont devant nous. Voilà la grande tâche historique, le grand chantier qui est devant nous. Donc je ne peux pas avoir le sentiment du devoir accompli, sinon je retournerai simplement dans mon bureau ou bien mes amphithéâtres, faire mes cours et dire que j'ai fait ce que j'avais à faire. Non, je n'ai encore rien fait. Je pense que je dois m'adresser aux gens de ma génération, m'adresser à la jeunesse du pays, m'adresser au peuple pour leur dire qu'il est possible de construire, de préparer, de mener une révolution citoyenne, démocratique, populaire, nationale au Sénégal. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes maître de conférence tutélaire à l'Université Cheikh Anta Diop. Quelles sont les perspectives d'avenir que vous avez? Oui, continuer à enseigner, c'est le plus beau métier du monde. Entrer dans un amphithéâtre, rencontrer ces jeunes-là, discuter avec eux, faire un cours sur Descartes ou sur la justice sociale avec mes licences 3 au second semestre, c'est le plus beau métier du monde. Quand vous rencontrez ces jeunes-là, dans ces amphis, vous dites que vous avez une chance extraordinaire de donner un sens à votre vie. Et pour moi, c'est un plaisir extraordinaire chaque jour de retourner dans les amphithéâtres. Je remercie le bon Dieu parce que mon père a été éducateur, mon grand-père était éducateur. J'ai eu la chance aujourd'hui d'être enseignant, d'être éducateur. Donc je suis les traces de ma famille et je m'honore de pouvoir dire que je suis enseignant. Donc pour cela, maintenant, c'est un statut très exigeant parce qu'on est enseignant-chercheur. Donc il faut surtout enseigner, mais aussi la recherche, parce que c'est cette recherche-là qui nous permet d'avancer dans notre carrière. En tout cas, je veux faire cette carrière-là, aller le plus loin possible dans cette carrière, donc dans ces Oui, j'ai considéré que l'UVS est une catastrophe. Je pense que c'est une catastrophe. Et on a détruit des destins avec l'UVS. Je pense que l'État doit construire des universités sérieuses et construire plusieurs universités pour accueillir ces jeunes-là. L'éducation est un droit, l'université est un droit. Donc, en cela, l'État doit se donner les moyens donc d'envoyer ces enfants-là donc dans les différentes universités. Oui, il y a des problèmes aujourd'hui avec l'université Cheikh Anta Diop, avec les effectifs que nous avons. Tout simplement, ça me fait comprendre que l'État n'a pas le sens des priorités, parce que l'argent englouti dans l'arène nationale, dans Arène Dakar Arena, dans le complexe Abdou Diouf, centre Abdou Diouf, tous ces centaines de milliards-là, donc pouvaient servir à construire de nouvelles universités pour accueillir ces jeunes-là, ces milliers de jeunes-là. En effet, la notion de priorité est très importante.
et devrait être revue certainement par l'État du Sénégal. Je vais vous donner le dernier mot. Vous allez dire votre dernier mot. En le disant, s'il vous plaît, veuillez nous donner un conseil à nous jeunes en fait qui avons peur de faire de la politique ou nous jeunes qui faisons de la politique et qui n'avons pas encore une carrière professionnelle solide. Quel conseil vous allez nous donner et dites votre dernier mot s'il vous plaît. Oui, je ne peux pas demander à tout le monde de s'engager dans la politique. Il n'y a pas que la politique. Il faut s'engager dans la politique, il faut s'engager dans les syndicats, dans les associations de femmes, de quartiers, de villages, avoir eu un vécu citoyen, participer à l'œuvre de construction de ce pays. Il n'y a pas simplement que la politique. Mais aussi, au plan professionnel, c'est important, vous avez le droit d'avoir vos rêves, d'avoir vos ambitions, d'avoir vos projets. Merci beaucoup, Dr Babacar Diop. En effet, la peur, en fait, ce n'est qu'un prétexte. La meilleure manière de descendre du chemin tracé, la meilleure manière d'abandonner ses rêves. Il ne faudrait pas qu'on abandonne. Mon modèle de réussite est là. C'est une émission qui est là pour vous motiver, pour vous montrer des exemples, pour vous dire que c'est possible. Soit on gagne, soit on gagne, soit on gagne. Merci, docteur.